Bonjour à tous, je m'appelle Andréna, je suis doctorant à l'Institut FEMTO-ST, en gros juste sur le campus là, en informatique. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des techniques de minage, c'est-à-dire finalement on a parlé des transactions, on a parlé de la blockchain, mais maintenant on va se demander comment est construite la blockchain. Et on va voir que c'est par le minage qu'elle est construite, et donc qu'on crée des blocs et qu'on chaîne ces blocs grâce au minage. Du coup, une petite mise en garde. J'ai aucune prétention, je ne suis pas un expert en minage. Je vais juste présenter mes recherches personnelles sur la question. Et donc n'hésitez pas à me corriger si besoin, si vous pensez que je dis des bêtises. Du coup, le plan, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est que le minage. Ensuite, pour le mineur, qu'est-ce que c'est que sa fonction de mineur. En particulier, tout ce qui est génération de blocs, donc création de blocs. Et ensuite, on verra comment miner et quelques exemples pratiques et matériels qu'on peut utiliser pour miner. Du coup, on commence par le minage. Donc, on a vu, Hichem nous a présenté la blockchain. Donc, quand un utilisateur A fait une transaction vers un utilisateur B, la transaction est mise en attente. Et quand on a un certain nombre de transactions, environ toutes les 10 minutes pour le Bitcoin, il y a un bloc qui est généré. Et ce bloc est chaîné dans la blockchain. Et une fois qu'il est dans la blockchain, comme l'a dit Hichem, il ne peut plus bouger, le bloc ne peut plus être supprimé. Et c'est ça qui fait la force de la blockchain finalement, parce qu'on ne peut pas l'altérer une fois que le bloc est créé. Et donc du coup, tout le travail du minage se situe ici. C'est donc les nœuds du réseau, donc tous les ordinateurs qui forment la blockchain et qui stockent la blockchain, qui valident les transactions, qui valident un bloc et l'ajoutent à la blockchain. Et le but du minage, je pense que vous voyez, c'est donc du coup, comme on a dit, de valider des nouvelles transactions, un bloc toutes les 10 minutes, et aussi de l'émission monétaire, parce que quand un bloc est créé, on en profite pour ajouter des bitcoins dans le marché total des bitcoins, et actuellement c'est 12,5 bitcoins par bloc. Ok. Du point de vue du mineur, sa fonction, c'est de à la fois stocker et diffuser la blockchain. Comme on a dit, le stockage et le système de Bitcoin, ou plus généralement de blockchain, est totalement distribué. Donc il faut que chaque nœud du réseau stocke, pas forcément chaque nœud, mais au moins certains nœuds du réseau stockent la blockchain et la diffusent aux autres, aux nouveaux arrivants, pour que finalement la blockchain perdure et reste en place. Et donc du coup, sa première mission, c'est de stocker la blockchain, et la deuxième, c'est de valider les nouveaux blocs, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça le minage finalement, c'est de générer des blocs. Sa motivation au mineur, elle est financière, ou peut-être pas que, mais en tout cas, il y a une partie financière, avec les rétributions. Donc à chaque fois qu'il mine un bloc, il reçoit une petite rétribution qu'on verra plus tard. Ensuite, on a parlé du Bitcoin. Je vais vous donner quelques chiffres actuels sur le Bitcoin. Donc, quand je vous dis stocker et diffuser la blockchain, la blockchain fait 158 gigas actuellement. Donc, c'est pas rien. La blockchain totale, de la création du premier bloc jusqu'au bloc actuel. On est à 164 000 transactions par jour. C'est sur les dernières 24 heures. Donc, du coup, c'est aussi pas mal, ça fait du boulot pour les mineurs. En termes de revenus, c'est pas rien non plus, c'est plus de 20 millions de dollars de revenus pour les mineurs. Bien sûr à se partager, mais c'est quand même 20 millions de revenus. Et alors on se demande combien ils sont. Et ça c'est assez dur à dire, parce qu'ils minent en communauté, certains, enfin la plupart. Et donc du coup on parle surtout de puissance de calcul. On a 16 grandes communautés, plus des indépendants, et on se retrouve avec un chiffre qui est absolument énorme. 25 quasiment 26 à la 10 puissance 18 H par seconde, donc qui est l'unité de base pour le mining, qui est absolument colossal. C'est un chiffre, on ne peut même pas l'imaginer, quoi. Et donc du coup, le travail du mineur, c'est de générer des blocs. Donc les blocs qui seront par la suite chaînés. Et le grand travail, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail et qu'on va détailler. Et ensuite, on parlera de la preuve d'enjeu ou de participation, qui est là, du coup, une alternative au minage et une alternative à la preuve de travail. Donc, du coup, la preuve de travail, comment ça fonctionne ? Ça a été proposé en premier par Adam Back en 97, c'est Hashcash.
Et du coup, ça a été repris par Bitcoin. Et c'est la méthode historique pour les crypto-monnaies. Et donc du coup, son fonctionnement, c'est en fait, on propose, pour valider un bloc, on propose un problème algorithmique qu'on appelle un hash puzzle, qui est difficile à résoudre, donc qui va demander beaucoup de calculs, mais qui ensuite est simple à vérifier. Et on va voir sur un exemple comment ça marche. Et du coup, comme c'est difficile à résoudre, on met tous les mineurs en concurrence, puis au bout d'un moment, il y en a un qui trouve la solution, on vérifie que c'est la bonne solution, et puis là, le bloc est créé. La rétribution, donc j'ai dit, la motivation principale des mineurs, c'est d'être rétribué financièrement. Donc il y a des frais de commission sur les transactions, mais il y a aussi la récompense de création d'un bloc qui servait, comme on a dit avant, à la création de nouveaux bitcoins, donc qui est actuellement de 12,5 bitcoins et qui est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc du coup, la preuve de travail en exemple. Donc le problème, donc le hash puzzle qu'on disait avant, c'est de trouver. Donc on a, avant de tout ça, on a nos blocs, donc ça c'est la blockchain. On a un bloc ici qui est déjà validé, et un autre bloc qu'on veut valider. Ce bloc-là contient un ensemble de transactions qui sont liées les unes aux autres, et du coup qui sont représentées sous forme d'un nombre, un hash, ici, dans l'entête. Et le but c'est de hasher cette entête avec cette fonction-là, pour le Bitcoin, et d'arriver à trouver le résultat de cette fonction, enfin de jouer sur ce numéro qui est un nombre aléatoire, pour que le résultat de cette fonction soit inférieur à un certain nombre qui est donné, et ce qu'on appelle la difficulté du minage. Et du coup, ce nombre-là est donné et ajusté régulièrement pour que le minage se passe bien et qu'il y ait bien un bloc toutes les 10 minutes, ou environ toutes les 10 minutes sur la blockchain de Bitcoin. Et donc du coup, comment on fait ? Je suis un mineur, j'ai ce bloc-là avec l'entête et plein de transactions, et le but c'est de jouer sur ce nombre-là, et de les tester un à un jusqu'à que je trouve un nombre qui est inférieur, donc qui commence par un certain nombre de zéros, parce qu'inférieur à quelque chose, c'est commencer à avoir un certain nombre de zéros devant. Et donc du coup, là on voit que c'est un échec, parce qu'on n'a pas les zéros comme attendu. Et donc on continue jusqu'à qu'au bout du énième essai, on a un succès. Donc c'était avec ce nombre aléatoire-là qui continue. Et on a trouvé notre bloc. Et on va voir que c'est vachement dur, en fait, là je l'ai fait en 2 images, mais c'est beaucoup plus dur, on verra les chiffres après, c'est juste ahurissant le temps qu'il faudrait pour trouver un bloc tout seul, si on ne faisait pas du minage en communauté. Du coup, ce qu'on appelait la difficulté, on a dit que c'était, pour le Bitcoin, il y a 256 bits, c'est le nombre qu'on veut trouver sur 256 bits. Et donc du coup, ça correspond à avoir beaucoup de zéros au départ, et donc chaque nombre où il y aurait un chiffre ici, il n'est pas valable. Et donc du coup, ça fait un nombre juste colossal à chercher. Et la difficulté, donc ça en plus c'était en 2014, je l'ai pris d'un cours de Princeton, mais maintenant en 2014 ça devait être par là, voilà, la difficulté elle a monté en flèche, donc c'est encore plus dur, et tous les chiffres que je vais vous montrer qui sont déjà ahurissants par là, ils vont être encore pires par ici. Du coup, la preuve de travail, clairement, il y a des inconvénients. Le problème, c'est que c'est un certain temps de latence pour valider des transactions. Donc, si vous voulez acheter, avant, Martin nous parlait d'acheter des pizzas ou de la baguette, ou je ne sais plus quel était l'exemple en Bitcoin, et si on doit attendre 20 ou 15 ou 30 minutes, ou je ne sais pas combien de minutes pour valider une transaction à la boulangerie, ça va être un peu coton. Et alors, du coup, comme la difficulté augmente aussi, on arrive à finalement à être moins rétribué, parce qu'on est de plus en plus sur la blockchain, on est de plus en plus à miner, je veux dire. Et donc du coup, les gains sont décroissants pour les mineurs, et en plus c'est divisé par 2 tous les 4 ans. Et surtout, d'un point de vue écologique, ça consomme beaucoup d'énergie, parce qu'on va voir, c'est des gros calculs avec des gros coûts. Et donc du coup, d'un point de vue écologique, c'est pas top. Donc du coup, on va faire une petite parenthèse. Il y a des alternatives qui commencent à être proposées et mises en place pour le minage. Et donc du coup, cette alternative, c'est la preuve d'enjeu ou de participation. Donc du coup, là, ça va plus être de fournir un gros travail pour valider un bloc, mais le but, ça va être de prouver sa participation, donc de posséder une certaine quantité de crypto-monnaie pour avoir le droit de valider le bloc prochain. Et donc du coup, ça sera plus basé sur je suis le premier à trouver un gros calcul au bout de 40 minutes, non. C'est
j'ai une certaine quantité et donc je peux valider pour le prochain. Mais du coup, il faut faire attention à cette méthode parce que si on fait ça, finalement, on retourne vers des systèmes centralisés où celui qui possède le plus va toujours valider des blocs et ça sera toujours le même, il va s'enrichir, puis il possédera toujours plus, donc il sera toujours sélectionné, puis ainsi de suite. Et du coup, c'est ce qu'on voulait éviter, que ce soit une ou plusieurs personnes finalement qui manipulent tout et qui possèdent tout. Donc du coup, on a proposé plusieurs alternatives, on ne va pas tous les mettre, mais donc de pondérer, donc soit en faisant de l'aléatoire, soit en regardant combien de... celui-là aussi est pas mal, de favoriser les utilisateurs qui font le plus de transactions, par exemple dans la monnaie Redcoin. Et donc du coup, ça favorise ceux qui finalement participent activement à la monnaie. Donc du coup, ça c'était pour le passage de l'alternatif, mais on va revenir au minage maintenant et à la preuve de travail, et on va se demander comment est-ce qu'on peut miner. Et c'est là qu'on va avoir des chiffres et du matériel. Donc du coup, méthode et matériel, ensuite différentes techniques, et le cas d'un particulier avec un exemple et quelques chiffres qui pourront vous éclairer. Donc du coup, des exemples numériques. Donc au tout début, donc Bitcoin ça a été créé en 2009, un CPU c'est un ordinateur. Donc du coup, le Bitcoin 2009, on avait une certaine puissance, donc c'est la puissance dont je parlais avant, avec la fonction h dont je parlais avant. Donc là on est capable de calculer 10 mégahash par seconde. Et du coup avec un ordinateur, donc ça date de 2014, donc avec la difficulté de 2014 et un ordinateur de 2014, on avait une espérance de trouver un bloc, si on est tout seul, de 140 000 ans. Donc c'est juste pas possible de le faire tout seul. Donc du coup, après ça, les gens se sont dit, il y a des cartes graphiques de ce type-là, qui sont optimisées. Donc c'est ce genre de composants. Il y a des cartes graphiques qui sont optimisées pour faire des calculs, en particulier certains calculs, comme donc les calculs surtout pour le parallèle, et qu'en plus on peut optimiser la puissance des cartes en optimisant certaines opérations. Et donc du coup, on a un facteur 10, et on est capable donc du coup de calculer plus vite, et surtout on est capable de les mettre ensemble, donc de mettre 100 cartes graphiques pour faire ces calculs. Et on réduit, là on est seulement à 173 ans, mais c'est quand même important 173 ans. Donc du coup on se dit, c'est quand même pas top. Et puis ça donne ce genre d'installation, et un des gros inconvénients des cartes graphiques, c'est que ça chauffe, et que c'est pas fait pour être mis comme ça, des centaines de cartes graphiques les unes à côté des autres. Et donc du coup, on se retrouve avec des installations un peu précaires, des ventilateurs un peu partout, et des trucs qui font beaucoup de bruit, et c'est pas top. Mais ça marche. Et du coup, il y a même des sites qui vendent des solutions tout en un, avec une boîte qu'ils appellent un Bob, qui contient une carte graphique et qui a ces caractéristiques-là, donc c'est la puissance dont on parlait avant, et qui garantit du coup un certain revenu et qu'on peut acheter ici. Et du coup, avec une carte graphique, 2 cartes graphiques, 3 cartes graphiques, voilà. Donc ça, c'est déjà un peu plus propre. Et après ça, il y a des gens qui se sont dit, les FPGA, donc les FPGA, c'est des genres d'ordinateurs reprogrammables où on peut vraiment programmer les composants et dire, et faire en sorte que des opérations soient plus rapides que d'autres. Et c'est ce qu'on cherche ici. Et donc du coup, il y a donc ces matériels-là, ces cartes-là, qui peuvent être reprogrammées, mais il faut pas mal s'y connaître, et du coup, c'est pas à la portée de tout le monde. Et beaucoup de bibliothèques qui ont été données au public contiennent des erreurs. Mais par contre, elles sont effectivement beaucoup plus rapides, on a encore un facteur 10. Et du coup, on calcule encore plus vite. Maintenant, si on met 100 cartes, on arrive avec 25 ans de calcul. Mais 25 ans, c'est quand même encore un peu trop. Et on se retrouve avec des installations qui sont un peu plus propres, comme les FPGA ne chauffent moins. On a juste besoin une alimentation et un ou deux ventilateurs, mais c'est déjà un peu mieux. Mais c'est toujours pas l'idéal. Et donc du coup, il y a les ASIC. Donc là, c'est des composants qui sont dédiés vraiment que au minage. Et on en a un ici. Vous pouvez voir aussi ici. Ça ressemble à ça. Et donc du coup, là, je vais peut-être pas je le sortirai après, pendant les questions.
Et donc du coup, là on est beaucoup plus rapide. On est là on a multiplié par 1000, par 1000 et par 2, donc par 2000. Et on se retrouve avec un temps de calcul de 14 mois. Et 14 mois, c'est encore un peu beaucoup pour trouver un bloc et pour espérer faire de l'argent sur le minage. Et donc du coup, il y a la solution encore plus agressive, c'est de louer un hangar et d'en mettre des milliers de ce genre de petits composants, de ce genre de composants. Mais du coup, évidemment, ça chauffe, ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en électricité. Et du coup, il faut bien faire ses calculs pour s'y retrouver. Mais c'est possible, c'est des solutions qui existent. Et par-dessus ça, il y a pour ne pas miner tout seul au final et ne pas chercher une solution tout seul, comme on a vu que ça prend beaucoup trop de temps, même si on a beaucoup de matériel, c'est les pools de minage, donc les communautés de minage, où finalement on cherche en groupe. Donc je fais une certaine partie des calculs, d'autres en font une autre partie. Et une fois qu'on a un trouvé, il donne sa solution et puis on partage les rétributions. Et donc du coup, là, par exemple pour les bitcoins, vous avez 16 grands groupes et vous voyez que celui-là possède quasiment 27% du minage. Donc là, ils sont 3 à se partager 50% du gâteau. Mais du coup, derrière tout ça, il y a plein d'utilisateurs qui sont des utilisateurs privés, ils peuvent comme ça participer au minage alors qu'ils n'ont pas beaucoup de puissance de calcul à partager. Et c'est pas mal. Une autre idée pour faire du minage, c'est de louer des ressources. Donc par exemple, là, on peut louer une certaine puissance de calcul sur ce site-là, Just Mining, et du coup se faire de l'argent. Mais alors vous allez dire quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de mitiger les risques pour le propriétaire. Lui achète ses ressources et les met à disposition, et comme ça, il récupère directement de l'euro. Parce qu'une chose que j'ai pas dit clairement, c'est que quand on mine, on récupère souvent de la crypto-monnaie, pas des euros ou des dollars. Et donc du coup, lui, il prend beaucoup moins de risques en louant cette partie pour faire du calcul. Ensuite, c'est ça, on va passer. Du coup, le minage pour un particulier, parce que c'est finalement peut-être ça qui va nous intéresser ici. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Donc, j'ai eu un témoignage anonyme qui me dit qu'avec ces deux composants, donc avec un ASIC acheté à 2200 €, on a un revenu brut de 10 € par jour et une consommation d'électricité de 5 €. Donc en gros, on gagne 5 € par jour. Au taux actuel, parce qu'on est payé en crypto-monnaie, donc au taux actuel du Bitcoin. Et pour un rig, donc en gros c'est ce que j'ai montré avant, tout plein de cartes graphiques mises ensemble. Donc ici il n'y en a que 4. Pour acheter à 2400 € le total, on a un revenu de 7 € avec un coût en électricité de 1 €, de presque 2 €, et du coup on se retrouve avec 5,50 € de revenus par jour. Du coup c'est pas énorme, mais sur le mois ça fait quand même pas mal, et sur l'année ça fera pas mal. Oui, avec ça comme contrat. Du coup voilà quelques références si ça vous intéresse. Et voilà, merci. Merci pour votre attention. C'est une solution complètement plug and play, on branche donc l'électricité et le réseau, et puis voilà, ça part, ça commence à miner. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, là c'est juste dans la phase de démarrage, au bout d'un moment ça va faire un bruit monstre. Et dégager une chaleur monstre aussi, dans 2-3 secondes j'imagine. Moi j'avais juste une question, ouais. C'est simplement par rapport à la location d'outils que vous en avez parlé, voilà. Ça va tirer fort. Ouais, du coup j'avais juste une question par rapport à la rentabilité des opérations sur la location de matériel, par exemple sur Just Mining. Quelle rentabilité on peut espérer sans du coup l'achat de matériel? Du coup beaucoup moins, mais quand même un peu, sinon il le ferait pas. Enfin, déjà faut faire gaffe, Just Mining est probablement fiable, mais il y en a plein qui sont pas fiables et en gros ils prennent votre argent,
prennent l'argent d'un autre, puis ils payent un autre avec l'argent d'un autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Ponzi. Puis au bout d'un moment, Alors, on est sur ils une font chaîne de faillite. Ponzi, du coup. Et, mais du coup, en termes de rentabilité, j'ai pas de chiffre exact. Mais du coup, c'est moins, forcément, comme on n'a pas pris le risque d'acheter le matériel. Et eux, il faut qu'ils gagnent aussi un peu d'argent. Ok, merci.